Pour parler du développement de la conscience, de l'apparition de la conscience chez les enfants, il est important de remarquer que sous ce terme de conscience se cachent en fait deux phénomènes qui sont souvent confondus. On a une conscience qu'on pourrait appeler une conscience sensorielle, par exemple lorsque vous remarquez que vous avez un caillou dans votre chaussure et que vous avez mal. Et puis une conscience un peu différente qui est une conscience qui vous permet d'accéder à vos états internes, à vos états informationnels. Par exemple, lorsque vous vous apercevez au milieu de journée que vous avez oublié de souhaiter bon anniversaire à votre maman, par exemple. Et la première des consciences, la conscience sensorielle, les bébés l'ont en fait tout de suite à la naissance, et peut-être même déjà avant. Ils ont des douleurs, par exemple, lorsqu'ils ont faim, ou ils sont contents, etc. Et ça, c'est là très, très, très rapidement. Ils ont aussi une conscience d'eux-mêmes, en quelque sorte, minimale, dans le sens où ils se rendent compte de ce qui leur appartient, ce qui vient de l'extérieur. Donc il y a déjà une sorte de première conscience de soi. Et ensuite, tout se met en place à partir de cette première base, en quelque sorte. Et j'aimerais prendre la métaphore d'une chambre d'enfant pour essayer d'expliquer comment ça se met en place. Dans les chambres d'enfants, au début, souvent, vous mettez un lit très bas pour pouvoir accéder facilement, pouvoir lever l'enfant. Et puis peu à peu, vous levez le lit. À un moment donné, souvent même, on construit une mezzanine. Et l'idée, c'est qu'il y a quelque chose comme la construction d'une mezzanine progressive qui va vous permettre d'avoir une certaine distance par rapport à vos états internes. Et ça, il y a un certain nombre d'étapes qui sont très importantes. Il y a par exemple le fameux stade du miroir. On met une tache, par exemple, sur le front d'un enfant sans qu'il s'en aperçoive. Et puis, on le met face à un miroir. Et vers 1 an et demi, 2 ans, il va se rendre compte qu'en fait, cette tache, elle est sur sa tête à lui et il va essayer de l'enlever. Auparavant, il ne se rend même pas tout à fait compte que c'est lui. Donc là, on se rend compte que tout d'un coup, il y a une sorte de conscience de soi qui est très forte, qui va continuer à se développer, qui va être particulièrement marquée à l'adolescence, où on va se comparer de plus en plus avec les autres. Et en fait, ça continue de cette manière, avec une étape très importante aussi vers 4 ans, où là, les enfants, leur mezzanine se met en place, et ils peuvent avoir conscience de la conscience des autres. Ils peuvent par exemple se rendre compte que les autres ont, dans leur conscience, des états mentaux qui peuvent être différents des leurs. On peut par exemple se rendre compte que quelqu'un qui est en face de vous, qui n'a pas vu qu'un individu a déplacé un objet d'un endroit à l'autre, va avoir une croyance différente de la vôtre et donc ne va pas avoir le même état de conscience que vous. Et ça, c'est un apport très très important qui va ensuite pouvoir être reporté sur lui-même. L'enfant va pouvoir se rendre compte aussi que ses états mentaux à lui, ils évoluent, ils se développent, il va pouvoir aussi corriger certaines procédures. C'est ce que les pédagogues appellent la métacognition, où on va pouvoir, grâce à cette distance, sur cette mezzanine intérieure, observer ses états mentaux, observer ses croyances, ses désirs, et essayer en quelque sorte de les aménager avec une façon de plus en plus forte et impressionnante durant le temps. Quelle différence y a-t-il entre un esprit, l'âme et la conscience? J'ai bien dit un esprit parce qu'un esprit, c'est une réalité, une substance qui existe et qui n'est absolument pas matérielle. Dans la tradition des religions, par exemple, un ange est un esprit. Eh bien, l'homme n'est pas un esprit. L'homme est un animal. Et comme dit le mot animal, c'est un corps vivant et animé. Et ce qu'on appelle l'âme, ce n'est pas du tout l'esprit, c'est le principe qui anime ce corps. Dans ce sens-là, on dira que mon petit chat a une âme parce qu'il est vivant, que mon ami Pierre a une âme aussi parce qu'il est vivant. Mais chez l'être humain, cette âme est un petit peu particulière, c'est-à-dire elle est porteuse de facultés, de capacités qui sont des capacités de penser et d'aimer. Par exemple, si je parle maintenant et que vous m'écoutez, vous comprenez. Et cette compréhension indique qu'il y a dans l'âme humaine une faculté qu'on appelle l'intelligence qui, elle, dépasse la matière. Elle est dans ce sens-là spirituelle. Donc là, l'homme n'est pas un esprit, c'est un animal animé, mais son âme a une dimension spirituelle. Et les grandes traditions religieuses disent aussi que cette âme spirituelle vit après la mort, ne disparaît pas avec le corps. On peut aller plus loin et voilà maintenant la conscience, c'est que les activités de l'âme à travers ces différentes facultés, dont l'intelligence, dont la volonté, dont l'imagination, lorsqu'elles s'exercent, eh bien, ces activités sont dites conscience. Et je prends conscience du monde extérieur, vous avez conscience d'écouter des paroles, et puis, plus finement, vous pouvez prendre conscience de vous-même, vous avez conscience d'être dans ce musée maintenant. Donc la conscience, c'est l'activité même de l'âme telle qu'elle s'exprime chez l'être humain.
Et ce que je dis là est strictement de la tradition philosophique. Ça n'a rien à voir avec une religion quelle qu'elle soit. Les grandes religions, le christianisme, l'islam et le judaïsme, pour parler d'elles, ne font pas croire, ne demandent pas de croire à l'immortalité de l'âme, mais à quelque chose de tout à fait différent, qui est la résurrection des corps. Autrement dit, la question de l'âme humaine est une question strictement philosophique. Quand on veut aborder la conscience, on utilise en général ce qu'on connaît bien, c'est-à-dire les mêmes stratégies qu'on utilise pour étudier les objets qui sont perçus par la conscience. Donc on a les 5 sens qui ont des objets spécifiques, le domaine sensoriel, plus la pensée qui a aussi sa sphère spécifique qui est celle des concepts, des idées, de l'organisation, du mental. Mais dans ces stratégies de connaissance ou ces canaux de connaissance, dans aucun cas, on peut dire qu'un de ces canaux permet de connaître la conscience. Parce que la conscience n'est pas une forme, n'est pas une couleur, n'est pas un son, n'est pas un goût, n'est pas une pensée. D'où cette citation de Kant, on ne saurait connaître comme un objet ce qui permet de connaître les objets. Donc à ce moment-là, il s'agit de se rendre compte que la conscience n'est pas un objet comme les autres, mais elle est complètement autre. Elle est distincte, donc on ne peut pas utiliser les mêmes stratégies pour la connaître. Il faudrait plutôt dire qu'on peut être conscient de la conscience. Et ça veut dire qu'on ne la réduit pas à un concept, qu'on ne peut pas la saisir de cette manière-là. La connaissance, quand elle veut saisir la conscience, elle en fait un substitut, un représentant, et ce représentant, c'est le moi, le je, un concept qui représente la conscience dans le monde des objets, qui alors lui peut se placer, localisé, je, moi, parmi d'autres personnes, localisable, repérable, ce que la conscience n'est pas. Parce que la conscience, puisqu'elle n'est pas saisissable au moyen du concept, elle n'est pas connaissable, elle échappe aux notions de localisation, de temporalité. La conscience est située nulle part, et elle n'est pas dans la temporalité. Donc voilà pourquoi on a affaire à un domaine qui sort de nos habitudes, et on ne peut pas simplement croire que la conscience serait un objet de recherche parmi les autres, à côté des autres. C'est un domaine complètement différent. Il faut laisser tomber les approches habituelles si on veut approcher le phénomène de la conscience. L'être vivant, par définition, le corps vivant, il est vivant parce qu'il est dans un environnement. Donc il y a une relation immédiate entre l'environnement et ce corps en vie. Les organismes simples règlent cette relation de façon immédiate, uniquement par une membrane. C'est juste une enveloppe de vie qui protège la vie par rapport à l'environnement. Et cette enveloppe s'adapte en permanence en fonction de ce qu'elle sent de l'environnement. Donc nous avons là un contact immédiat, spontané, qui permet à cet organisme vivant de s'intégrer complètement dans son environnement. Et ça, c'est vraiment une expérience immédiate. Si elle est immédiate, elle est donc inconsciente parce qu'elle est présente là. Elle est aussi propre du corps en sommeil, dans un organisme complexe comme l'être humain. Il n'y a que le corps en sommeil qui, lui, s'abandonne complètement à l'environnement dans lequel il est. Il s'adapte au fur et à mesure de ce qui se passe. L'être humain, lui, il est un peu plus complexe, comme les animaux évolués. Et il n'est pas dans une relation immédiate avec son environnement, mais une relation médiate par le moyen, par le canal de son système neurosensoriel. Ce sont les sens qui véhiculent les sensations, qui les amènent dans un système nerveux, et ce système nerveux, il va travailler là-dessus. Donc ça n'est plus l'expérience immédiate, on prend de la distance, on utilise des fragments de cette expérience. Dans l'expérience immédiate, un contact entre une enveloppe et son environnement, on considère qu'il y a 400 000 millions de bits secondes d'informations qui circulent. Et c'est beaucoup trop pour un organisme complexe. Donc il va devoir traiter, il va devoir simplifier et réduire cette information jusqu'à la conscience qui, elle, traite environ 2000 bits secondes d'informations. Donc on voit la réduction est énorme. Pour arriver à cela, il y a un traitement de l'information. Elle est réorganisée, elle est comparée à d'autres, à ce qu'on connaît. On ne perçoit que ce qu'on connaît, par exemple. Et donc c'est à ce moment-là que toute cette chose se structure, et se structure de plus en plus pour devenir une histoire, une narration. C'est la construction logique de notre système à nous les êtres humains. Nous pensons, nous nous racontons des histoires. Et pour raconter une histoire, on a sélectionné énormément d'éléments. Donc la conscience, elle est à ce moment-là, au moment où on se raconte cette histoire. On a structuré les choses. Donc on voit bien qu'on a une expérience immédiate du corps vivant
qui est simplement posée dans l'environnement, qui est une expérience qui est inconsciente, et plus on structure, plus on arrive à s'extraire de cette expérience, à réduire les informations, plus on vient dans la réflexion, dans l'abstraction, dans l'intellectualisation, et plus on s'éloigne aussi de cette expérience immédiate du contact, de la vie avec son environnement. Donc en quelque sorte, on est dans une situation où le corps complexe d'un animal, ou en tout cas de l'être humain, lorsqu'il est conscient, est loin de l'expérience de vie. Et ce n'est qu'au moment du sommeil où il se retrouve dans toute la plénitude et dans l'immédiateté de sa relation à l'expérience vitale. Dans la médecine, la question de la conscience n'en est pas vraiment une de question jusqu'à la fin du XIXe siècle. On s'est bien sûr aperçu dès l'Antiquité qu'il y avait des états qui faisaient que les individus se trouvaient hors de la conscience, le sommeil d'une part et le coma d'autre part. Mais en tant que tel, la question de la conscience n'a pas posé un problème. Il s'agissait de ramener à la conscience, dans certains cas, des personnes dans le coma. C'est à peu près la seule confrontation de la médecine avec la conscience jusqu'à la fin du XIXe siècle. À partir de ce moment-là, se pose la question de la conscience avec une grande acuité dans le champ des sciences médicales et particulièrement des sciences dites psychiques, en gros de la psychiatrie et des sciences psychologiques, puisque c'est une époque, la fin du XIXe siècle, où l'on est extraordinairement attiré, captivé, fasciné par des états qui montrent que l'individu n'est pas soit en conscience, soit hors de conscience, mais qu'il est précisément... il y a tout un spectre d'états dans lequel il peut être à semi-conscient, voire qui peut être doté de plusieurs consciences, si je puis dire. Je pense au fameux cas de double ou multiple personnalité qui fascine extraordinairement, pas seulement les médecins, les psychiatres et les psychologues, mais aussi un peu tout un chacun dans la vie quotidienne. Et justement, on s'aperçoit que la vie quotidienne de chacun est truffée de ces états dans lesquels on ne peut pas être sûr du degré de conscience absolu et qu'on n'est pas on ou off, qu'on est un peu un composite de tout ça. Et cela se marque en particulier dans les sciences psychiatriques où la réflexion sur ces états-là donne naissance à toute une série d'hypothèses. Ça va du côté de la psychanalyse avec l'hypothèse du conscient et de l'inconscient. Nous serions mus comme individus par des choses qui échappent à notre conscience. Ou du côté de la psychiatrie plus lourde, je dirais, vers des diagnostics comme celui de schizophrénie qui, comme son nom l'indique, montre bien que l'individu est clivé en deux parties, deux cerveaux. Schizophrénie, ça veut dire un cerveau divisé, deux cerveaux. À savoir qu'on est sous l'état d'états qui font qu'on agit contradictoirement à soi-même, qu'on n'est pas donc un et pleinement conscient, et cela à tous les instants de la vie. Et que cela peut mener à des situations pathologiques extrêmement sévères et dignes de l'intérêt de la médecine. Donc, depuis ce moment-là, la médecine, en particulier les sciences psychiques, mais aussi les sciences neurologiques, plus récemment, qui se sont mises avec beaucoup d'intérêt grâce aux technologies qui permettent l'examen du cerveau et d'une visualisation assez précise, à s'intéresser à la multiplicité d'états de conscience au pluriel qui caractérisent l'individu et en particulier dans ces moments plus fragiles et pathologiques de la vie. Les auteurs d'art brut, au fond, ce sont des personnes, la plupart du temps, qui vivent dans l'isolement, dans la clandestinité, dans une sorte de claustration, parce qu'ils se mettent à l'écart, ou ils sont à l'écart, ou ils se sentent mis à l'écart, et cet écart, on pourrait dire qu'il est propice à l'invention d'un univers irréel, d'un monde imaginaire, onirique. C'est-à-dire que ces gens-là, ces auteurs d'art brut, se déprennent de la réalité. Ils s'absentent de la réalité, ils s'absentent de leur quotidien, ils lâchent prise, ils partent à la dérive. On pourrait se dire qu'ils quittent le rivage, d'ailleurs, un peu comme s'ils nageaient jusqu'au moment où on n'a plus pied, où on n'a plus son fond, comme on dit en Suisse. Et cet écart, eh bien, à la fois, ils ne le choisissent pas forcément toujours, la plupart du temps, ils y sont contraints, mais en fait, ils font de nécessité vertu, parce que le fait d'être reclus, le fait d'être enfermé, eh bien, les pousse à devoir choisir une échappatoire, une voie de libération. Donc, ils vont tout à coup se déprendre de la réalité, trouver une sorte de clé des champs, ils se font la belle. Et ils inventent. Ils inventent un nouveau monde où d'ailleurs ils seront les maîtres absolus, où ils seront les démiurges, les architectes même de leur univers.
Et donc, on pourrait dire que de la conscience, ils se dégagent. Ils se mettent en relation avec un autre niveau de conscience, avec d'autres dispositions, un état de disponibilité différent, une sorte d'état exploratoire. Et par le simple fait qu'ils ont pris distance par rapport à cette conscience, au sens habituel du terme, eh bien, on pourrait dire qu'ils sont dans une sorte d'univers utopique, un univers poétique, dans une sorte d'univers étrange, cet univers étrange qui les désarçonne eux-mêmes et qui les frappe eux-mêmes sur leur propre tambour de l'âme, pour reprendre une expression du poète suisse Saint-Gria. Les robots ont-ils une conscience ? Si on considère la conscience comme étant une manifestation supérieure de l'esprit, pour faire court, une capacité à être réflexif, à se savoir au monde, je crois que tout le monde s'accorde pour dire que non, les robots n'ont pas de conscience maintenant en 2017. Maintenant, on a quand même tendance dans notre société à tout déléguer aux robots. On a délégué les tâches physiques, on a délégué beaucoup de tâches mentales et décisionnelles. Maintenant, on délègue le relationnel. Et toutes ces manifestations supérieures de l'esprit, elles sont tendanciellement parmi les choses qu'on cherche à reproduire actuellement. Alors, personnellement, je ne sais pas si on y arrivera, mais il me semble extrêmement intéressant de voir que de nombreux laboratoires cherchent à mettre au point des technologies qui puissent reproduire un phénomène tel que la conscience dans une machine. Et ça pose toute une série de questions. La première, c'est que je pense qu'il faudrait être cohérent, parce que qui dit machine qui se met à avoir un esprit du même niveau que celui de l'être humain, dit aussi responsabilité, dit aussi éthique, dit aussi droit. Et la question se pose déjà, d'ailleurs. Il y a des chercheurs qui réfléchissent quant à savoir quel droit il faudrait donner aux robots. Et c'est vrai que c'est une question qu'il faudra se poser. Avec tout à l'extrême, le fait qu'il faudra se demander comment réagiront ces robots si vraiment ils ont une conscience. Parce que s'ils ont une conscience, ça veut dire qu'ils deviendront vraiment l'égal de l'humain. Et il y a toute une série de choses. Maintenant, on crée des robots en disant ils vont faire les petites mains pour les humains et faire toutes sortes de tâches que les humains ne veulent pas faire. Il est logique que ces robots-là, s'ils ont une conscience, finalement, vont s'interroger là-dessus et ne voudront pas plus faire ces tâches que les humains. Et l'autre niveau de question qui m'interpelle, c'est que quand bien même ça ne serait pas possible d'arriver à faire des robots qui ont une conscience, le fait même de penser que ça pourrait arriver nous dit quelque chose sur la représentation de l'humain qui est celle de notre société. Et le fait qu'on puisse imaginer des robots aussi semblables aux humains, en fait, c'est le propre d'une société dans laquelle on ne fait plus de différence ontologique entre le vivant et le non-vivant. Et il y a vraiment une mise à plat entre les deux. La conscience est apparue au cours de l'évolution et nous avons une histoire évolutive commune avec les autres animaux. Nous sommes issus des mêmes mécanismes évolutifs, ce qui se traduit aussi par une similarité d'anatomie fonctionnelle du cerveau entre nous et puis d'autres espèces, les mammifères bien sûr en général, mais en particulier les grands singes, les primates supérieurs. Bon, la conscience, c'est donc une adaptation biologique, c'est autrement dit un organe mental. C'est un organe qui a des fonctions, plutôt en ensemble de fonctions, pas une seule fonction, mais un ensemble, parce qu'il y a différentes formes de conscience qui sont présentes peut-être à des degrés divers entre les différentes espèces. On peut juste mentionner peut-être la forme la plus complexe de conscience, la conscience de soi. À quoi ça sert d'avoir une conscience de soi, la capacité de se représenter soi-même? Eh bien, ça sert à se voir acteur pour écrire un scénario. On agit dans le monde, on est un acteur dans le monde physique, on est un acteur dans le monde social. Par exemple, dans le monde physique, on va se représenter allant faire quelque chose. On va se représenter qu'il faut planifier des actions complexes, on aura la capacité de planifier des actions complexes. Prenons l'exemple d'une femelle de bonobo qui, à un moment donné, se charge d'un caillou très lourd qu'elle porte sur son dos. Elle va faire un demi-kilomètre. Au cours de ce demi-kilomètre, elle va s'arrêter une seule fois, elle va ramasser quelque chose, elle va aller jusqu'à une enclume, un grand caillou, un rocher. Et là, le quelque chose qu'elle a ramassé, en fait, c'était des noix. Et elle va les casser à l'aide de son gros caillou qu'elle portait sur le dos. Elle va les casser sur cette enclume. Ce qui prouve qu'elle avait anticipé, elle avait planifié cette action. Elle se représentait elle-même faire cette action. Et puis, dans le monde social, c'est très compliqué. Chez les chimpanzés en particulier, ils vivent dans un monde social qui est complexe, qui est risqué, dans lequel le comportement est toujours très planifié. Par exemple, des chimpanzés vont faire des alliances un certain jour en vue des conflits qu'ils vont eux-mêmes susciter le lendemain. Ils vont toiletter leurs amis pour qu'ils aient des aides le lendemain. Donc, de manière générale, on peut dire que la conscience de soi est plus facile à mettre en évidence dans les espèces sociales. Et pour preuve, c'est dans des espèces sociales qu'on a trouvé le plus facilement de la reconnaissance dans le miroir. Évidemment, chez les humains, à partir de 2 ans,
Mais chez les chimpanzés, chez d'autres grands singes, chez les dauphins, chez les éléphants, même chez les pies, qui sont aussi des espèces sociales, l'oiseau donc, ce qui veut dire qu'en fin de compte, la conscience n'est de loin pas unique aux êtres humains. Dans le monde qui nous entoure, il semble que la conscience soit le propre des êtres vivants, des mammifères supérieurs. Un chat, un chien possèdent une conscience, un cloporte, c'est peut-être moins évident, et puis une pierre, un caillou, probablement pas. L'univers est-il donc un être vivant? Probablement pas, mais nous ne savons pas réellement ce qu'est l'univers, quels sont son début, sa fin, sa finalité, et donc cette question fondamentale demeure sans réponse définitive car nous ne connaissons en fait qu'une forme de vie, celle développée sur Terre, basée sur la chimie du carbone. Existe-t-il d'autres formes de vie possibles dans l'univers? Et cette question me rappelle la lecture d'un livre de science-fiction publié en 1957 et intitulé « The Black Cloud », le nuage noir, écrit par un des plus grands astrophysiciens du XXe siècle, Fred Hoyle, qui a vécu de 1915 à 2001. Et ce roman raconte l'histoire d'un nuage de gaz et de poussière qui vient lentement s'interposer entre le Soleil et la Terre. Les effets sont évidemment catastrophiques, manque soudain de lumière qui en fait arrête le processus de photosynthèse et donc induit un changement climatique qui supprime presque toute vie sur Terre. Petit à petit, il y a quand même des scientifiques qui s'interrogent, des astronomes et des informaticiens réalisent que le nuage possède une forme de vie et d'intelligence, ce qui leur permet de dialoguer via la radioastronomie avec le nuage qui très plaisamment libère le système solaire de sa présence négative. Une conscience dans l'univers? Par définition, on ne prouve pas que quelque chose n'existe pas, seulement qu'on ne possède pas d'évidence observationnelle prouvant l'existence de la chose. Aujourd'hui, on ne peut pas affirmer que l'univers ne possède pas de conscience, aucune évidence à ce sujet, mais peut-être que l'humanité changera d'avis dans quelques décennies, quelques siècles, voire quelques millénaires. On possède simplement aujourd'hui la conscience d'avoir le temps de chercher cette conscience. La recherche en neurosciences a beaucoup étudié la possibilité de détecter des corrélats neuronaux de la conscience. On a essayé de trouver quelle serait l'activité cérébrale qui serait la signature d'une perception consciente. Ça part de plusieurs constatations. En fait, c'est que d'une part, le cerveau est capable d'effectuer un grand nombre de traitements d'informations sans aucune forme de conscience. Le plus simple, c'est des situations où on peut avoir des réflexes. Un individu peut régler sa posture, marche sans réfléchir exactement à comment est-ce qu'il avance un pied après l'autre. Et puis il y a un certain nombre de situations expérimentales où on peut démontrer qu'une personne ou son cerveau détecte de l'information sensorielle mais sans en être consciente. Il y a des situations de stimulation subliminale par exemple où on présente des images très rapidement de telle sorte que la personne ne les perçoit pas, mais on peut mesurer dans le comportement ou dans l'activité du cerveau que l'information a été détectée et influence en fait même le comportement. Il y a aussi des pathologies de la conscience, en fait, où des lésions cérébrales semblent supprimer l'accès de l'information sensorielle à la conscience. Les exemples les plus connus sont une maladie qu'on appelle le blind sight, la vision aveugle, des patients qui ont des lésions cérébrales qui suppriment l'arrivée de l'information des yeux, de la rétine dans le cerveau. Et néanmoins, en fait, ils peuvent avoir des comportements qui montrent que leur cerveau détecte encore certaines informations, ils peuvent réagir à certaines informations, et diriger leurs yeux et leur comportement vers des objets qu'ils ne voient pas. Beaucoup de la recherche a essayé de voir quels étaient les circuits cérébraux qui étaient recrutés lorsqu'un patient ou une personne réagit à de l'information sans en être consciente. Et l'observation est typiquement que certaines régions sensorielles sont activées et que cette activation reste très limitée aux régions sensorielles. Le reste du cerveau ne répond pas, n'est comme pas au courant de l'information sensorielle, n'est pas informé du reste de l'information sensorielle. Si on compare les situations où une personne est consciente d'une stimulation sensorielle par rapport à une situation où elle n'est pas consciente, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'information est propagée dans un grand réseau du cerveau qui donne accès à cette information
a un grand nombre d'autres fonctions comme le langage. On peut parler de ce qu'on voit, on peut enregistrer cette information dans la mémoire, on peut agir avec différentes actions, différentes parties du corps. Et toutes ces situations différencient une perception qui est consciente par rapport à une perception qui n'est pas consciente. Il y a un autre niveau de la conscience qui est d'attribuer la perception à soi-même, à ici, maintenant, qui fait appel à une intégration de cette information sensorielle avec des représentations qui sont issues de la mémoire, des représentations de soi, de la mémoire autobiographique, des représentations du futur, et peut-être une intégration avec des sensations corporelles, peut-être une intégration avec des sensations viscérales en provenance du cœur, de l'interoception, qui permettent d'attribuer la sensation, la perception à soi-même plutôt qu'à peut-être à une machine ou à une autre personne. La plante, elle n'a pas la capacité de se percevoir, de s'identifier, de se comprendre comme une personne. Elle n'a pas de système nerveux central, elle n'a donc pas de conscience. En revanche, elle est capable d'être réceptive à son environnement. Elle perçoit son environnement et elle est capable d'y réagir de façon souvent adaptative. Si on prend quelques exemples, eh bien, la plante est capable de réagir à la gravité, mais si on fait germer une plante, la racine va toujours se diriger vers le bas et la tige vers le haut. Une plante, elle a aussi besoin de faire de la photosynthèse, donc elle a besoin de lumière. Elle va chercher cette lumière, elle va être attirée, ses tiges vont pousser dans cette direction. Et chacun qui a fait pousser une plante dans son appartement s'est rendu compte qu'irrémédiablement, elle se dirigeait vers la fenêtre. Mais certains organes, eux, peuvent fuir cette lumière. C'est le cas, par exemple, d'une petite plante qui s'appelle ruine de Rome, qui pousse dans les murs en pierre sèche, et dont le fruit, une fois qu'il a été formé, est porté par un pédicelle, qui est une espèce de tige, qui va s'allonger et se diriger dans les endroits sombres, les anfractuosités du rocher, afin que le fruit puisse libérer ses graines dans un endroit propice à la germination, humide et obscurité. La plante est aussi capable de réagir au toucher. C'est par exemple le cas de la plante carnivore, la Dionée attrape-mouche, dont les feuilles sont transformées en pièges et qui vont se refermer très rapidement sur une mouche pour la digérer. Mais plus près de chez nous, c'est aussi le cas du liseron qui va s'enrouler autour d'une branche ou bien d'une vrille d'une feuille de vigne qui va se fixer à son support. Ce qui est aussi impressionnant, c'est que les plantes sont capables de défense. C'est le cas, par exemple, pour l'arabée des dames, d'une feuille qui se fait mordre par une chenille. La feuille va alors produire des phytohormones qui vont migrer dans les feuilles adjacentes, qui vont activer des gènes de défense et qui vont rendre ces feuilles impropres à la consommation. Et ce même processus peut se faire par transmission d'odeur, comme par exemple chez certaines espèces de haricots, entre feuilles du même individu, mais également entre individus proches. La plante n'a donc pas de conscience, mais elle réagit à son environnement et s'y adapte. Pour parler du développement de la conscience, de l'apparition de la conscience chez les enfants, il est important de remarquer que sous ce terme de conscience se cachent en fait deux phénomènes qui sont souvent confondus. On a une conscience qu'on pourrait appeler une conscience sensorielle, par exemple lorsque vous remarquez que vous avez un caillou dans votre chaussure et que vous avez mal. Et puis une conscience un peu différente qui est une conscience qui vous permet d'accéder à vos états internes, à vos états informationnels. Par exemple, lorsque vous vous apercevez au milieu de journée que vous avez oublié de souhaiter bon anniversaire à votre maman, par exemple. Et la première des consciences, la conscience sensorielle, les bébés l'ont en fait tout de suite à la naissance, et peut-être même déjà avant. Ils ont des douleurs, par exemple, lorsqu'ils ont faim, ou ils sont contents, etc. Et ça, c'est là très, très, très rapidement. Ils ont aussi une conscience d'eux-mêmes, en quelque sorte, minimale, dans le sens où ils se rendent compte de ce qui leur appartient, ce qui vient de l'extérieur. Donc il y a déjà une sorte de première conscience de soi. Et ensuite, tout se met en place à partir de cette première base, en quelque sorte. Et j'aimerais prendre la métaphore d'une chambre d'enfant pour essayer d'expliquer comment ça se met en place. Dans les chambres d'enfants, au début, souvent, vous mettez un lit très bas pour pouvoir accéder facilement, pouvoir lever l'enfant. Et puis peu à peu, vous levez le lit. À un moment donné, souvent même, on construit une mezzanine. Et l'idée, c'est qu'il y a quelque chose comme la construction d'une mezzanine progressive qui va vous permettre d'avoir une certaine distance par rapport à vos états internes. Et ça, il y a un certain nombre d'étapes qui sont très importantes. Il y a par exemple le fameux stade du miroir. On met une tache, par exemple, sur le front d'un enfant sans qu'il s'en aperçoive. Et puis, on le met face à un miroir. Et vers 1 an et demi, 2 ans, il va se rendre compte qu'en fait, cette tache, elle est sur sa tête à lui et il va essayer de l'enlever. Auparavant, il ne se rend même pas tout à fait compte que c'est lui.
Donc là, on se rend compte que tout d'un coup, il y a une sorte de conscience de soi qui est très forte, qui va continuer à se développer, qui va être particulièrement marquée à l'adolescence, où on va se comparer de plus en plus avec les autres. Et en fait, ça continue de cette manière, avec une étape très importante aussi vers 4 ans, où là, les enfants, leur mezzanine se met en place, et ils peuvent avoir conscience de la conscience des autres. Ils peuvent par exemple se rendre compte que les autres ont, dans leur conscience, des états mentaux qui peuvent être différents des leurs. On peut par exemple se rendre compte que quelqu'un qui est en face de vous, qui n'a pas vu qu'un individu a déplacé un objet d'un endroit à l'autre, va avoir une croyance différente de la vôtre, et donc ne va pas avoir le même état de conscience que vous. Et ça, c'est un apport très très important qui va ensuite pouvoir être reporté sur lui-même. L'enfant va pouvoir se rendre compte aussi que ses états mentaux à lui, ils évoluent, ils se développent, il va pouvoir aussi corriger certaines procédures. C'est ce que les pédagogues appellent la métacognition, où on va pouvoir, grâce à cette distance, sur cette mezzanine intérieure, observer ses états mentaux, observer ses croyances, ses désirs, et essayer en quelque sorte de les aménager avec une façon de plus en plus forte et impressionnante durant le temps. Quelle différence y a-t-il entre un esprit, l'âme et la conscience? J'ai bien dit un esprit parce qu'un esprit, c'est une réalité, une substance qui existe et qui n'est absolument pas matérielle. Dans la tradition des religions, par exemple, un ange est un esprit. Eh bien, l'homme n'est pas un esprit. L'homme est un animal. Et comme dit le mot animal, c'est un corps vivant et animé. Et ce qu'on appelle l'âme, ce n'est pas du tout l'esprit, c'est le principe qui anime ce corps. Dans ce sens-là, on dira que mon petit chat a une âme parce qu'il est vivant, que mon ami Pierre a une âme aussi parce qu'il est vivant. Mais chez l'être humain, cette âme est un petit peu particulière, c'est-à-dire elle est porteuse de facultés, de capacités qui sont des capacités de penser et d'aimer. Par exemple, si je parle maintenant et que vous m'écoutez, vous comprenez. Et cette compréhension indique qu'il y a dans l'âme humaine une faculté qu'on appelle l'intelligence qui, elle, dépasse la matière. Elle est dans ce sens-là spirituelle. Donc là, l'homme n'est pas un esprit, c'est un animal animé, mais son âme a une dimension spirituelle. Et les grandes traditions religieuses disent aussi que cette âme spirituelle vit après la mort, ne disparaît pas avec le corps. On peut aller plus loin et voilà maintenant la conscience, c'est que les activités de l'âme à travers ces différentes facultés, dont l'intelligence, dont la volonté, dont l'imagination, lorsqu'elles s'exercent, eh bien, ces activités sont dites conscience. Et je prends conscience du monde extérieur, vous avez conscience d'écouter des paroles, et puis, plus finement, vous pouvez prendre conscience de vous-même, vous avez conscience d'être dans ce musée maintenant. Donc la conscience, c'est l'activité même de l'âme telle qu'elle s'exprime chez l'être humain. Et ce que je dis là est strictement de la tradition philosophique. Ça n'a rien à voir avec une religion quelle qu'elle soit. Les grandes religions, le christianisme, l'islam et le judaïsme, pour parler d'elles, ne font pas croire, ne demandent pas de croire à l'immortalité de l'âme, mais à quelque chose de tout à fait différent, qui est la résurrection des corps. Autrement dit, la question de l'âme humaine est une question strictement philosophique. Quand on veut aborder la conscience, on utilise en général ce qu'on connaît bien, c'est-à-dire les mêmes stratégies qu'on utilise pour étudier les objets qui sont perçus par la conscience. Donc on a les 5 sens qui ont des objets spécifiques, le domaine sensoriel, plus la pensée qui a aussi sa sphère spécifique qui est celle des concepts, des idées, de l'organisation, du mental. Mais dans ces stratégies de connaissance ou ces canaux de connaissance, dans aucun cas, on peut dire qu'un de ces canaux permet de connaître la conscience. Parce que la conscience n'est pas une forme, n'est pas une couleur, n'est pas un son, n'est pas un goût, n'est pas une pensée. D'où cette citation de Kant, on ne saurait connaître comme un objet ce qui permet de connaître les objets. Donc à ce moment-là, il s'agit de se rendre compte que la conscience n'est pas un objet comme les autres, mais elle est complètement autre. Elle est distincte, donc on ne peut pas utiliser les mêmes stratégies pour la connaître. Il faudrait plutôt dire qu'on peut être conscient de la conscience. Et ça veut dire qu'on ne la réduit pas à un concept, qu'on ne peut pas la saisir de cette manière-là. La connaissance, quand elle veut saisir la conscience, elle en fait un substitut, un représentant,
et se substitue, ce représentant, c'est le moi, le je, un concept qui représente la conscience dans le monde des objets, qui alors lui peut se placer, localiser, je, moi, parmi d'autres personnes, localisables, repérables, ce que la conscience n'est pas. Parce que la conscience, puisqu'elle n'est pas saisissable au moyen du concept, elle n'est pas connaissable, elle échappe aux notions de localisation, de temporalité. La conscience est située nulle part et elle n'est pas dans la temporalité. Donc voilà pourquoi on a affaire à un domaine qui sort de nos habitudes et on ne peut pas simplement croire que la conscience serait un objet de recherche parmi les autres, à côté des autres. C'est un domaine complètement différent. Il faut laisser tomber les approches habituelles si on veut approcher le phénomène de la conscience. L'être vivant, par définition, le corps vivant, il est vivant parce qu'il est dans un environnement. Donc il y a une relation immédiate entre l'environnement et ce corps en vie. Les organismes simples règlent cette relation de façon immédiate, uniquement par une membrane. C'est juste une enveloppe de vie qui protège la vie par rapport à l'environnement. Et cette enveloppe s'adapte en permanence en fonction de ce qu'elle sent de l'environnement. Donc nous avons là un contact immédiat, spontané, qui permet à cet organisme vivant de s'intégrer complètement dans son environnement. Et ça, c'est vraiment une expérience immédiate. Si elle est immédiate, elle est donc inconsciente parce qu'elle est présente là. Elle est aussi propre du corps en sommeil dans un organisme complexe comme l'être humain. Il n'y a que le corps en sommeil qui, lui, s'abandonne complètement à l'environnement dans lequel il est. Il s'adapte au fur et à mesure de ce qui se passe. L'être humain, lui, il est un peu plus complexe comme les animaux évolués. Et il n'est pas dans une relation immédiate avec son environnement, mais une relation médiate par le moyen, par le canal de son système neurosensoriel. Ce sont les sens qui véhiculent les sensations, qui les amènent dans un système nerveux, et ce système nerveux, il va travailler là-dessus. Donc ça n'est plus l'expérience immédiate, on prend de la distance, on utilise des fragments de cette expérience. Dans l'expérience immédiate, un contact entre une enveloppe et son environnement, on considère qu'il y a 400 000 millions de bits secondes d'informations qui circulent. Et c'est beaucoup trop pour un organisme complexe. Donc il va devoir traiter, il va devoir simplifier et réduire cette information jusqu'à la conscience qui, elle, traite environ 2000 bits secondes d'informations. Donc on voit la réduction est énorme. Pour arriver à cela, il y a un traitement de l'information. Elle est réorganisée, elle est comparée à d'autres, à ce qu'on connaît. On ne perçoit que ce qu'on connaît, par exemple. Et donc c'est à ce moment-là que toute cette chose se structure et se structure de plus en plus pour devenir une histoire, une narration. C'est la construction logique de notre système à nous les êtres humains. Nous pensons, nous nous racontons des histoires. Et pour raconter une histoire, on a sélectionné énormément d'éléments. Donc la conscience, elle est à ce moment-là, au moment où on se raconte cette histoire. On a structuré les choses. Donc on voit bien qu'on a une expérience immédiate du corps vivant qui est simplement posé dans l'environnement, qui est une expérience qui est inconsciente. Et plus on structure, plus on arrive à s'extraire de cette expérience, à réduire les informations, plus on vient dans la réflexion, dans l'abstraction, dans l'intellectualisation, et plus on s'éloigne aussi de cette expérience immédiate du contact, de la vie avec son environnement. Donc en quelque sorte, on est dans une situation où le corps complexe d'un animal, ou en tout cas de l'être humain, lorsqu'il est conscient, est loin de l'expérience de vie. Et ce n'est qu'au moment du sommeil où il se retrouve dans toute la plénitude et dans l'immédiateté de sa relation à l'expérience vitale. Dans la médecine, la question de la conscience n'en est pas vraiment une de question jusqu'à la fin du XIXe siècle. On s'est bien sûr aperçu dès l'Antiquité qu'il y avait des états qui faisaient que les individus se trouvaient hors de la conscience, le sommeil d'une part et le coma d'autre part. Mais en tant que tel, la question de la conscience n'a pas posé un problème. Il s'agissait de ramener à la conscience, dans certains cas, des personnes dans le coma. C'est à peu près la seule confrontation de la médecine avec la conscience jusqu'à la fin du XIXe siècle. À partir de ce moment-là, se pose la question de la conscience avec une grande acuité dans le champ des sciences médicales et particulièrement des sciences dites psychiques, en gros de la psychiatrie et des sciences psychologiques, puisque c'est une époque, la fin du XIXe siècle, où l'on est extraordinairement attiré, captivé, fasciné par
des états qui montrent que l'individu n'est pas soit en conscience, soit hors de conscience, mais qu'il est précisément... il y a tout un spectre d'états dans lequel il peut être à semi-conscient, voire qui peut être doté de plusieurs consciences, si je puis dire. Je pense au fameux cas de double ou multiple personnalité qui fascine extraordinairement, pas seulement les médecins, les psychiatres et les psychologues, mais aussi un peu tout un chacun dans la vie quotidienne. Et justement, on s'aperçoit que la vie quotidienne de chacun est truffée de ces états dans lesquels on ne peut pas être sûr du degré de conscience absolu et qu'on n'est pas on ou off, qu'on est un peu un composite de tout ça. Et cela se marque en particulier dans les sciences psychiatriques où la réflexion sur ces états-là donne naissance à toute une série d'hypothèses. Ça va du côté de la psychanalyse avec l'hypothèse du conscient et de l'inconscient. Nous serions mus comme individus par des choses qui échappent à notre conscience. Ou du côté de la psychiatrie plus lourde, je dirais, vers des diagnostics comme celui de schizophrénie qui, comme son nom l'indique, montre bien que l'individu est clivé en deux parties, deux cerveaux. Schizophrénie, ça veut dire un cerveau divisé, deux cerveaux. À savoir qu'on est sous l'état d'états qui font qu'on agit contradictoirement à soi-même, qu'on n'est pas donc un et pleinement conscient, et cela à tous les instants de la vie. Et que cela peut mener à des situations pathologiques extrêmement sévères et dignes de l'intérêt de la médecine. Donc, depuis ce moment-là, la médecine, en particulier les sciences psychiques, mais aussi les sciences neurologiques, plus récemment, qui se sont mises avec beaucoup d'intérêt grâce aux technologies qui permettent l'examen du cerveau et d'une visualisation assez précise, à s'intéresser à la multiplicité d'états de conscience au pluriel qui caractérisent l'individu et en particulier dans ces moments plus fragiles et pathologiques de la vie. Les auteurs d'art brut, au fond, ce sont des personnes, la plupart du temps, qui vivent dans l'isolement, dans la clandestinité, dans une sorte de claustration, parce qu'ils se mettent à l'écart, ou ils sont à l'écart, ou ils se sentent mis à l'écart, et cet écart, on pourrait dire qu'il est propice à l'invention d'un univers irréel, d'un monde imaginaire, onirique. C'est-à-dire que ces gens-là, ces auteurs d'art brut, se déprennent de la réalité. Ils s'absentent de la réalité, ils s'absentent de leur quotidien, ils lâchent prise, ils partent à la dérive. On pourrait se dire qu'ils quittent le rivage, d'ailleurs, un peu comme s'ils nageaient jusqu'au moment où on n'a plus pied, où on n'a plus son fond, comme on dit en Suisse. Et cet écart, eh bien, à la fois, ils ne le choisissent pas forcément toujours, la plupart du temps, ils y sont contraints, mais en fait, ils font de nécessité vertu, parce que le fait d'être reclus, le fait d'être enfermé, eh bien, les pousse à devoir choisir une échappatoire, une voie de libération. Donc, ils vont tout à coup se déprendre de la réalité, trouver une sorte de clé des champs, ils se font la belle. Et ils inventent. Ils inventent un nouveau monde où d'ailleurs ils seront les maîtres absolus, où ils seront les démiurges, les architectes même de leur univers. Et donc, on pourrait dire que de la conscience, ils se dégagent. Ils se mettent en relation avec un autre niveau de conscience, avec d'autres dispositions, un état de disponibilité différent, une sorte d'état exploratoire. Et par le simple fait qu'ils ont pris distance par rapport à cette conscience, au sens habituel du terme, eh bien, on pourrait dire qu'ils sont dans une sorte d'univers utopique, un univers poétique, dans une sorte d'univers étrange, cet univers étrange qui les désarçonne eux-mêmes et qui les frappe eux-mêmes sur leur propre tambour de l'âme, pour reprendre une expression du poète suisse Saint-Gria. Les robots ont-ils une conscience ? Si on considère la conscience comme étant une manifestation supérieure de l'esprit, pour faire court, une capacité à être réflexif, à se savoir au monde, je crois que tout le monde s'accorde pour dire que non, les robots n'ont pas de conscience maintenant en 2017. Maintenant, on a quand même tendance dans notre société à tout déléguer aux robots. On a délégué les tâches physiques, on a délégué beaucoup de tâches mentales et décisionnelles. Maintenant, on délègue le relationnel. Et toutes ces manifestations supérieures de l'esprit, elles sont tendanciellement parmi les choses qu'on cherche à reproduire actuellement. Alors, personnellement, je ne sais pas si on y arrivera, mais il me semble extrêmement intéressant de voir que de nombreux laboratoires cherchent à mettre au point des technologies qui puissent reproduire un phénomène tel que la conscience dans une machine. Et ça pose toute une série de questions.
La première, c'est que je pense qu'il faudrait être cohérent, parce que qui dit machine qui se met à avoir un esprit du même niveau que celui de l'être humain, dit aussi responsabilité, dit aussi éthique, dit aussi droit. Et la question se pose déjà, d'ailleurs. Il y a des chercheurs qui réfléchissent quant à savoir quel droit il faudrait donner aux robots. Et c'est vrai que c'est une question qu'il faudra se poser. Avec tout à l'extrême, le fait qu'il faudra se demander comment réagiront ces robots si vraiment ils ont une conscience. Parce que s'ils ont une conscience, ça veut dire qu'ils deviendront vraiment l'égal de l'humain. Et il y a toute une série de choses. Maintenant, on crée des robots en disant ils vont faire les petites mains pour les humains et faire toutes sortes de tâches que les humains ne veulent pas faire. Il est logique que ces robots-là, s'ils ont une conscience, finalement, vont s'interroger là-dessus et ne voudront pas plus faire ces tâches que les humains. Et l'autre niveau de question qui m'interpelle, c'est que quand bien même ça ne serait pas possible d'arriver à faire des robots qui ont une conscience, le fait même de penser que ça pourrait arriver nous dit quelque chose sur la représentation de l'humain qui est celle de notre société. Et le fait qu'on puisse imaginer des robots aussi semblables aux humains, en fait, c'est le propre d'une société dans laquelle on ne fait plus de différence ontologique entre le vivant et le non-vivant. Et il y a vraiment une mise à plat entre les deux. La conscience est apparue au cours de l'évolution et nous avons une histoire évolutive commune avec les autres animaux. Nous sommes issus des mêmes mécanismes évolutifs, ce qui se traduit aussi par une similarité d'anatomie fonctionnelle du cerveau entre nous et puis d'autres espèces, les mammifères bien sûr en général, mais en particulier les grands singes, les primates supérieurs. Bon, la conscience, c'est donc une adaptation biologique, c'est autrement dit un organe mental. C'est un organe qui a des fonctions, plutôt un ensemble de fonctions, pas une seule fonction, mais un ensemble, parce qu'il y a différentes formes de conscience qui sont présentes peut-être à des degrés divers entre les différentes espèces. On peut juste mentionner peut-être la forme la plus complexe de conscience, la conscience de soi. À quoi ça sert d'avoir une conscience de soi, la capacité de se représenter soi-même? Eh bien, ça sert à se voir acteur pour écrire un scénario. On agit dans le monde, on est un acteur dans le monde physique, on est un acteur dans le monde social. Par exemple, dans le monde physique, on va se représenter allant faire quelque chose. On va se représenter qu'il faut planifier des actions complexes, on aura la capacité de planifier des actions complexes. Prenons l'exemple d'une femelle de bonobo qui, à un moment donné, se charge d'un caillou très lourd qu'elle porte sur son dos. Elle va faire un demi-kilomètre. Au cours de ce demi-kilomètre, elle va s'arrêter une seule fois, elle va ramasser quelque chose, elle va aller jusqu'à une enclume, un grand caillou, un rocher. Et là, le quelque chose qu'elle a ramassé, en fait, c'était des noix. Et elle va les casser à l'aide de son gros caillou qu'elle portait sur le dos. Elle va les casser sur cette enclume. Ce qui prouve qu'elle avait anticipé, elle avait planifié cette action. Elle se représentait elle-même faire cette action. Et puis, dans le monde social, c'est très compliqué. Chez les chimpanzés en particulier, ils vivent dans un monde social qui est complexe, qui est risqué, dans lequel le comportement est toujours très planifié. Par exemple, des chimpanzés vont faire des alliances un certain jour en vue des conflits qu'ils vont eux-mêmes susciter le lendemain. Ils vont toiletter leurs amis pour qu'ils aient des aides le lendemain. Donc, de manière générale, on peut dire que la conscience de soi est plus facile à mettre en évidence dans les espèces sociales. Et pour preuve, c'est dans des espèces sociales qu'on a trouvé le plus facilement de la reconnaissance dans le miroir. Évidemment, chez les humains, à partir de 2 ans, mais chez les chimpanzés, chez d'autres grands singes, chez les dauphins, chez les éléphants, même chez les pies, qui sont aussi des espèces sociales, l'oiseau donc. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, la conscience n'est de loin pas unique aux êtres humains. Dans le monde qui nous entoure, il semble que la conscience soit le propre des êtres vivants, des mammifères supérieurs. Un chat, un chien possèdent une conscience, un cloporte, c'est peut-être moins évident, et puis une pierre, un caillou, probablement pas. L'univers est-il donc un être vivant? Probablement pas, mais nous ne savons pas réellement ce qu'est l'univers, quels sont son début, sa fin, sa finalité, et donc cette question fondamentale demeure sans réponse définitive car nous ne connaissons en fait qu'une forme de vie, celle développée sur Terre, basée sur la chimie du carbone. Existe-t-il d'autres formes de vie possibles dans l'univers? Et cette question me rappelle la lecture d'un livre de science-fiction publié en 1957 et intitulé The Black Cloud, le nuage noir, écrit par un des plus grands astrophysiciens du XXe siècle, Fred Hoyle, qui a vécu de 1915 à 2001. Et ce roman raconte l'histoire d'un nuage de gaz et de poussière qui vient lentement s'interposer entre le Soleil et la Terre. Les effets sont évidemment catastrophiques, manque soudain de lumière qui en fait arrête le processus de photosynthèse et donc induit un changement climatique qui supprime presque toute vie sur Terre.
Petit à petit, il y a quand même des scientifiques qui s'interrogent, des astronomes et des informaticiens réalisent que le nuage possède une forme de vie et d'intelligence, ce qui leur permet de dialoguer via la radioastronomie avec le nuage qui très plaisamment libère le système solaire de sa présence négative. Une conscience dans l'univers ? Par définition, on ne prouve pas que quelque chose n'existe pas, seulement qu'on ne possède pas d'évidence observationnelle prouvant l'existence de la chose. Aujourd'hui, on ne peut pas affirmer que l'univers ne possède pas de conscience, aucune évidence à ce sujet, mais peut-être que l'humanité changera d'avis dans quelques décennies, quelques siècles, voire quelques millénaires. On possède simplement aujourd'hui la conscience d'avoir le temps de chercher cette conscience. La recherche en neurosciences a beaucoup étudié la possibilité de détecter des corrélats neuronaux de la conscience. On a essayé de trouver quelle serait l'activité cérébrale qui serait la signature d'une perception consciente. Ça part de plusieurs constatations. En fait, c'est que d'une part, le cerveau est capable d'effectuer un grand nombre de traitements d'informations sans aucune forme de conscience. Le plus simple, c'est des situations où on peut avoir des réflexes. Un individu peut régler sa posture, marche sans réfléchir exactement à comment est-ce qu'il avance un pied après l'autre. Et puis il y a un certain nombre de situations expérimentales où on peut démontrer qu'une personne ou son cerveau détecte de l'information sensorielle mais sans en être consciente. Il y a des situations de stimulation subliminale, par exemple, où on présente des images très rapidement, de telle sorte que la personne ne les perçoit pas, mais on peut mesurer dans le comportement ou dans l'activité du cerveau que l'information a été détectée et influence en fait même le comportement. Il y a aussi des pathologies de la conscience, en fait, où des lésions cérébrales semblent supprimer l'accès de l'information sensorielle à la conscience. Les exemples les plus connus sont une maladie qu'on appelle le blind sight, la vision aveugle, des patients qui ont des lésions cérébrales qui suppriment l'arrivée de l'information des yeux, de la rétine dans le cerveau. Et néanmoins, en fait, ils peuvent avoir des comportements qui montrent que leur cerveau détecte encore certaines informations, ils peuvent réagir à certaines informations, et diriger leurs yeux et leur comportement vers des objets qu'ils ne voient pas. Beaucoup de la recherche a essayé de voir quels étaient les circuits cérébraux qui étaient recrutés lorsqu'un patient ou une personne réagit à de l'information sans en être consciente. Et l'observation est typiquement que certaines régions sensorielles sont activées et que cette activation reste très limitée aux régions sensorielles. Le reste du cerveau ne répond pas, n'est comme pas au courant de l'information sensorielle, n'est pas informé du reste de l'information sensorielle. Si on compare les situations où une personne est consciente d'une stimulation sensorielle par rapport à une situation où elle n'est pas consciente, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'information est propagée dans un grand réseau du cerveau qui donne accès à cette information à un grand nombre d'autres fonctions comme le langage. On peut parler de ce qu'on voit, on peut enregistrer cette information dans la mémoire, on peut agir avec différentes actions, différentes parties du corps. Et toutes ces situations différencient une perception qui est consciente par rapport à une perception qui n'est pas consciente. Il y a un autre niveau de la conscience qui est d'attribuer la perception à soi-même, à ici, maintenant, qui fait appel à une intégration de cette information sensorielle avec des représentations qui sont issues de la mémoire, des représentations de soi, de la mémoire autobiographique, des représentations du futur, et peut-être une intégration avec des sensations corporelles, peut-être une intégration avec des sensations viscérales en provenance du cœur, de l'interoception, qui permettent d'attribuer la sensation, la perception à soi-même plutôt qu'à peut-être à une machine ou à une autre personne. La plante, elle n'a pas la capacité de se percevoir, de s'identifier, de se comprendre comme une personne. Elle n'a pas de système nerveux central, elle n'a donc pas de conscience. En revanche, elle est capable d'être réceptive à son environnement. Elle perçoit son environnement, elle est capable d'y réagir de façon souvent adaptative. Si on prend quelques exemples, eh bien, la plante est capable de réagir à la gravité. Mais si on fait germer une plante, la racine va toujours se diriger vers le bas et la tige vers le haut. Une plante, elle a aussi besoin de faire de la photosynthèse, donc elle a besoin de lumière.
Elle va chercher cette lumière, elle va être attirée, ses tiges va pousser dans cette direction. Et chacun qui a fait pousser une plante dans son appartement s'est rendu compte qu'irrémédiablement, elle se dirigeait vers la fenêtre. Mais certains organes, eux, peuvent fuir cette lumière. C'est le cas, par exemple, d'une petite plante qui s'appelle ruine de Rome, qui pousse dans les murs en pierre sèche, et dont le fruit, une fois qu'il a été formé, est porté par un pédicelle, qui est une espèce de tige, qui va s'allonger et se diriger dans les endroits sombres, des anfractuosités du rocher, afin que le fruit puisse libérer ses graines dans un endroit propice à la germination, humide et obscurité. La plante est aussi capable de réagir au toucher. C'est par exemple le cas de la plante carnivore, la Dionée attrape-mouche, dont les feuilles sont transformées en pièges et qui vont se refermer très rapidement sur une mouche pour la digérer. Mais plus près de chez nous, c'est aussi le cas du liseron qui va s'enrouler autour d'une branche ou bien d'une vrille d'une feuille de vigne qui va se fixer à son support. Ce qui est aussi impressionnant, c'est que les plantes sont capables de défense. C'est le cas, par exemple, pour l'arabe des dames, d'une feuille qui se fait mordre par une chenille. La feuille va alors produire des phytohormones qui vont migrer dans les feuilles adjacentes, qui vont activer des gènes de défense et qui vont rendre ces feuilles impropres à la consommation. Et ce même processus peut se faire par transmission d'odeurs, comme par exemple chez certaines espèces de haricots, entre feuilles du même individu, mais également entre individus proches. La plante n'a donc pas de conscience, mais elle réagit à son environnement et s'y adapte.